Bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on va décortiquer un changement de paradigme absolument monumental dans la façon dont la science perçoit et modélise notre monde. On le sait, pendant des siècles, on a imaginé l'univers comme une énorme horloge suisse, super bien huilée, régie par des équations simples avec des pièces bien isolées. Mais la science d'aujourd'hui s'oriente avec un enthousiasme débordant vers une vision radicalement différente, celle d'un immense réseau de systèmes tous interconnectés. Ce qui nous amène à une question de départ toute bête, mais vraiment fascinante. Pourquoi est-ce qu'on trouve si peu de lignes droites dans la nature ? Pensez-y 2 secondes. Quand l'être humain construit quelque chose, que ce soit un immeuble ou un circuit imprimé, on adore les lignes droites, c'est la norme absolue pour obtenir des résultats bien prévisibles. Mais le monde naturel, lui, fonctionne avec des règles totalement différentes, beaucoup plus organiques et, disons-le, beaucoup plus irrégulières. Alors voici notre plan de route pour cette explication. On va commencer par dépasser cette fameuse idée de l'univers horloge. Ensuite, on plongera dans la pensée systémique, on identifiera les vrais moteurs de la complexité, on parlera réseau et auto-organisation pour finir sur la meilleure façon de naviguer dans notre monde hyper connecté. Allez, c'est parti. Premier arrêt, au-delà de l'univers horloge et des fameuses limites de la science linéaire. Pour bien comprendre, il faut remonter au paradigme classique, celui qu'on a hérité d'Isaac Newton. La base, c'était l'analyse et le réductionnisme. En gros, si on a un système complexe, on le casse en tout petits morceaux pour l'étudier de façon isolée. C'est l'idée purement mécanique que chaque action a une réaction directe et parfaitement proportionnelle. C'est super utile, mais c'est incomplet. La pensée systémique, à l'inverse, c'est la synthèse. Au lieu d'isoler les pièces du puzzle, l'objectif est d'observer les relations entre ces éléments pour comprendre comment ils s'emboîtent et forment un tout vivant et fonctionnel. Ce qui nous amène logiquement à notre deuxième point, le passage à la pensée systémique, ou comment apprendre à accepter le côté imprévisible des choses. Alors que se passe-t-il exactement quand on arrête d'isoler les composants ? Eh bien c'est là qu'intervient un concept absolument génial, l'émergence. Ce qu'on veut dire par là, c'est que des règles d'interaction locales, toutes simples, vont finir par créer une organisation globale inédite. Les éléments se combinent et boum, ça crée quelque chose de complètement nouveau, avec des propriétés que les parties individuelles n'avaient pas du tout. Le système global devient littéralement différent de la simple somme de ses composants. Prenons un exemple du quotidien pour bien visualiser ça. Sautiller sur une jambe, c'est une action mécanique et plutôt basique. Mais marcher, ce n'est pas juste additionner 2 sautillements, pas du tout. Ça demande une coordination complexe, de l'équilibre et une synergie constante. Cette fluidité de mouvement, c'est précisément ça, un phénomène émergent. C'est la collaboration dynamique entre les parties qui débloque une capacité entièrement nouvelle. Et puis, il y a une autre notion absolument vitale à garder en tête, la non-linéarité. Dans un modèle linéaire, c'est facile. On double l'effort, on double le résultat. Sauf que dans la vraie vie, des écosystèmes aux économies modernes, le principe de la simple addition échoue complètement. Dans un système non linéaire, les résultats ne sont tout simplement pas proportionnels aux entrées. Les interactions peuvent créer des synergies d'une puissance incroyable ou au contraire des interférences qui viennent tout bloquer. D'ailleurs, imaginez écouter vos 2 chansons préférées, là, exactement en même temps. Si le monde obéissait à des règles d'addition simples, le plaisir musical serait tout bêtement doublé, non ? Eh bien, en réalité, le résultat est chaotique. La cacophonie générée par les interférences sonores rend le tout inécoutable, bien loin du plaisir espéré. Voilà, c'est exactement ça, la nature surprenante de la non-linéarité. Passons maintenant à notre 3e chapitre, les moteurs de la complexité, pour voir quelles sont les forces qui animent ces fameux systèmes. Pour vraiment comprendre comment tous ces systèmes évoluent, la science s'appuie sur 4 grands piliers théoriques. L'auto-organisation, les systèmes non linéaires, la théorie des réseaux et les systèmes adaptatifs. Ces cadres d'analyse novateurs sont vraiment les outils de base des chercheurs d'aujourd'hui pour modéliser une infinité de choses, de l'intelligence artificielle jusqu'aux dynamiques des écosystèmes marins. Et l'un des mécanismes les plus puissants au sein de ces systèmes, ce sont les boucles de rétroaction. Regardons cet exemple de boucle de rétroaction dite positive appliquée au climat. Étape 1, les températures grimpent. Étape 2, la banquise, qui agit comme un grand miroir, fond. Étape 3, l'océan, qui est beaucoup plus sombre, se retrouve exposé et absorbe alors plus de chaleur au lieu de la réfléchir. Ce qui nous amène à l'étape 4, les températures montent encore plus vite. C'est un effet boule de neige qui déstabilise tout l'équilibre très rapidement. À l'inverse, on trouve les boucles de rétroaction dites négatives, qui agissent plutôt comme des régulateurs. Imaginez que le prix des pommes explose du jour au lendemain. Conséquence logique, la demande des consommateurs s'effondre. Et vu que la demande baisse, les prix sont obligés de redescendre. C'est un mécanisme stabilisateur fondamental, une régulation interne qui empêche un système économique, dans ce cas, de s'emballer complètement. Allez, on avance.
Chapitre 4, les réseaux et l'auto-organisation, ou si l'on préfère, la géométrie secrète des systèmes complexes. Il faut savoir que l'architecture même d'un réseau va déterminer sa survie. Si on analyse ça de près, on voit 3 grands types. Le réseau distribué, où la charge est répartie uniformément, et hyper robuste aux pannes. Ensuite, on a le réseau décentralisé, avec des petits groupes locaux connectés entre eux. C'est très efficace, mais beaucoup plus sensible si les points de connexion majeurs disparaissent. Et enfin, le réseau dit sans échelle, où quelques acteurs géants concentrent tout le trafic. C'est redoutablement performant, mais attention, si un seul de ces piliers dominants s'effondre, tout le système tombe avec lui. Et c'est justement cette structure en réseau qui permet la magie de l'auto-organisation. C'est un principe complètement fou, un ordre parfait qui génère de lui-même une coordination globale sans la moindre intervention d'un chef d'orchestre. Que l'on parle d'une nuée d'oiseaux tournoyant dans le ciel ou des fluctuations d'un marché boursier, tout se coordonne spontanément, juste par le biais de multiples petites interactions entre voisins. La colonie de fourmis, c'est vraiment la masterclass de cette idée. Dans une fourmilière, la reine ne dicte aucune consigne de construction, elle ne gère pas les chantiers. Chaque insecte réagit uniquement aux traces chimiques locales laissées par les autres. Et pourtant, la somme de ces règles ultra basiques donne naissance à une intelligence collective capable de bâtir des structures spectaculaires. Ce qui nous amène à notre 5e et dernier chapitre. Comment naviguer dans notre monde interconnecté et surtout, pourquoi appliquer ces concepts est crucial au XXIe siècle. Parce que saisir ces dynamiques, c'est vraiment indispensable de nos jours. Analysons par exemple la création d'un site web. Bob s'occupe de l'architecture des bases de données en arrière-plan et Alice gère l'interface visuelle. On peut avoir la technologie la plus optimisée du monde de chaque côté. Si la communication entre ces deux spécialistes est ignorée, le projet global est voué à l'échec. C'est l'essence même d'un système sociotechnique. L'efficacité technique est inséparable de la réalité sociale et humaine de l'équipe. Le point crucial à retenir, c'est que cette science des systèmes sert de pont vital entre une multitude de disciplines. C'est une grille de lecture qu'on utilise aussi bien pour étudier la biosphère et le climat, prévenir les crises sur les marchés financiers, organiser les transports d'une ville, ou même décrypter la culture et les tendances sur les réseaux sociaux. C'est vraiment universel. C'est d'ailleurs ce qui fait dire aux chercheurs que la théorie de la complexité est un paradigme émergent post-newtonien. Derrière ce jargon savant, ça veut dire qu'on vit une véritable époque charnière. Les approches strictement linéaires de Newton cèdent enfin la place à une modélisation beaucoup plus globale, rendue possible par les immenses bases de données et la puissance informatique qu'on a aujourd'hui. Alors, pour achever cette explication, une petite réflexion s'impose. Prenons un instant pour observer ce qui nous entoure. Quels sont les réseaux discrets et les boucles de rétroaction qui opèrent en arrière-plan en ce moment même ? Des fluctuations du prix de la nourriture aux algorithmes qui recommandent des contenus, nous baignons dans un océan d'interactions émergentes. Arriver à détecter et reconnaître cette complexité invisible, c'est vraiment la première étape pour comprendre la magie de l'époque incroyable dans laquelle nous vivons.